écoutez Tech Café, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons cet épisode le 13 avril 2021 et c'est l'épisode 224. Au programme de cette émission préparée par Guillaume Poggiaspala, on va parler de l'arbitrage ultime de la Cour suprême des États-Unis dans le conflit qui dure depuis près de 10 ans entre Google et Oracle. On vous partage les conclusions. La tentative de création d'un syndicat dans un centre Amazon aux États-Unis a fait face à l'action bien trop coordonnée du géant de la distribution. On en parlera. On a aussi Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk, qui fait une démonstration convaincante d'un singe qui peut contrôler un jeu vidéo. Certes rudimentaire par la pensée, on verra que ce ne sont pas les seuls, même s'il faut reconnaître que la prouesse et la communication autour de l'avancée sont remarquables. Et puis évidemment, c'est habituel dans Tech Café, on vous partagera les scandales de la semaine, on parlera de Facebook, LinkedIn, Clubhouse, même d'un plugin pour Chrome surveillant raciste. Vous allez voir. Sans oublier bien évidemment la rubrique jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui est à la tech, ce que Zelda et Mario sont à Nintendo, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Exactement, donc je suis plutôt du côté Mario en fait, je veux dire, c'est... Ah, ouais, plutôt... Je vais mettre de côté Zelda, très bien. Ouais, bah oui, non mais je suis pas assez svelte, pas assez blonde, pas assez tout ça. Ah, d'accord. Ouais. Je croyais que t'aimais pas les jeux, mais peut-être que c'est vrai, peut-être que tu n'aimes pas non plus Zelda. Ah si, j'aime bien Zelda, ouais, si, j'aime beaucoup Zelda, mais c'est pas trop le souci. Par contre là, les jeux vidéo, ça va être chaud parce que comme on a un gros sujet à chaud, je pense que la section jeux vidéo, elle va mourir. Non, mais me dis pas que pour la première fois depuis 1000 épisodes, sur quelques dizaines peut-être, on a la rubrique jeux vidéo qui a sauté. On va voir. Écoute, je relève le challenge, j'avais peu d'espoir, mais je le relève quand même. En tout cas, Totof33 a déposé un avis sur Apple Podcast. Il nous dit le podcast hebdomadaire, certainement un des meilleurs avec la paire des Guillaume. Il faudrait peut-être qu'on signe le podcast comme ça, si la production est faite par la paire de Guillaume. Ouais, non mais la je paire, sais pas non, si c'est très vendeur. Super signature. Ok, on va le mettre de côté. Mais en tout cas, on le prend bien dans son avis et il dit il faut absolument l'écouter, ne passez pas à côté. Juste une perle francophone de la tech chaque semaine avec un petit café. Écoute, merci beaucoup pour ton retour, Totof. Et puis je fais un petit clin d'œil au soutien de longue date sur Patreon que sont Loïc Fagard, Olivier Carman, Jean-Paul Chirac et Tulkas. Merci beaucoup de soutenir l'émission. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le podcast est disponible gratuitement au plus grand nombre. Plus vous êtes de nombreux, plus on rit, mais vous pouvez également contribuer financièrement au podcast en allant sur la plateforme Patreon, patreon.com/techcafé, TECHCAFE. Et puis vous aurez toutes les explications sur cette page de ce que ça nous permet d'avoir et de quels sont les différents niveaux d'engagement. On sera évidemment ravis de prendre connaissance de vos soutiens. Et je voulais le dire aussi, ça peut être temporaire, vous pouvez tout à fait envisager de venir soutenir l'émission pendant quelques mois et puis dire par la suite, non, j'estime que pendant 6 mois j'ai participé, je reverrai plus tard. Ça ne nous pose aucun problème. J'en profite aussi parce qu'on a un serveur Discord, vous avez le lien dans les notes de l'émission, et il y a eu quelques petits messages sur ce serveur Discord que je voulais vous partager. J'avais dit que je le ferais. Il y a Tim qui a dit « Encore merci pour le dernier épisode, vous savez pas à quel point votre boulot me détend et me change les idées. C'est comme un massage de cerveau. » Ça fait plaisir. Et puis il y a Max The Dozer qui renchérit et qui dit ça, c'est un super commentaire à mettre dans Podcast Addict ou Apple Podcast. C'est vrai, ça vous donne peut-être des éléments d'inspiration. Mais oui, pour les gens comme nous qui ont une tendance à la dépression, ça m'a fait peur quand j'ai vu ça, mais la dépression, c'est super important ce que vous faites, c'est jamais débile, souvent intelligent et toujours inattendu. Et ça, c'est important pour la santé du cigare. Merci beaucoup Max, merci beaucoup pour vos bons mots. Vous pouvez pas savoir à quel point on carbure à ce type de retour, alors surtout ne soyez pas avares et abusez-en, ça nous fait très très plaisir et ça nous encourage à continuer. Alors, première info, c'est une rubrique à chaud, parce qu'on a des éléments d'actualité, alors que j'ai pas listé en intro, mais qu'on va quand même prendre le temps de vous détailler, plus récent, sur en fait la keynote de Nvidia qui a présenté un certain nombre de choses, mais un élément saillant qui est apparu et qui a été particulièrement identifié dans la presse, c'est un nouveau processeur au format ARM pour les serveurs et pour les calculs à base d'intelligence artificielle. On sent qu'en ligne de fond, on a cette présence d'ARM, cette architecture et cette société qui est en cours de rachat par Nvidia, qui est présente dans les discussions avec évidemment un souci d'ouverture. Guillaume, tu ne pouvais pas passer à côté de cette keynote et ne pas nous en toucher quelques mots.
Oui, bah ouais, tu voulais parler en show de Grace, donc le nouveau CPU de Nvidia. Et bon, bah si tu me dis ça, moi, qu'est-ce que je fais? Bah je contextualise, voilà. Et donc ça va prendre 2 heures. C'est tout, c'est tant pis, puisqu'on va dire. Oh, vas-y, fais-toi plaisir, contextualise en 2 heures, j'aime ça. Presque. Non, mais on va effectivement dire un petit peu ce qu'il y avait dans la keynote, puisque là, en ce moment même, hein, c'est la GTC, donc c'est la GPU Technology Conference de Nvidia. Et comme d'habitude, bah il y a énormément de choses, hein, et donc il y a pas mal de trucs qui ont été annoncés dans la keynote d'hier. Et bon, bah oui, Nvidia grossit, hein, se diversifie, et puis la GTC est de plus en plus riche. Donc la nouvelle puce Grace, en fait, c'est qu'une annonce parmi une multitude d'autres. Donc, on peut faire un résumé préliminaire, disons, de la keynote, hein, déjà, puisqu'après, il y a toute la conf qui va aller derrière, donc ça, c'est pas fini. Bah, la GTC, c'est quand même du sérieux, voilà. C'est du sérieux, c'est du lourd, hein, c'est du data center, c'est du calcul de performance, c'est de l'intelligence artificielle, de l'automobile, de l'infrastructure logicielle, de la recherche. Et finalement, c'est très très peu de gaming, parce que finalement, sur les grands 8 points abordés par Jensen Huang, il y en a un seul qui a un rapport avec les cartes RTX, hein, donc on a plein de pétaflops, de téraoctets de gigabits par seconde, mais surtout, on a beaucoup d'inspiration, beaucoup de souffle, beaucoup de rêve, tu vois, c'est beau ça, avec un générique composé par une intelligence artificielle, et puis du deep learning partout, tout le temps, de tous les côtés. Alors, le premier truc qui a été présenté, quand même, c'est impressionnant, c'est Omniverse. C'est une semi-nouveauté, c'est un outil pour créer des environnements 3D collaboratifs, partageables à distance, hein, via streaming même. Donc si le PC est pas assez puissant pour l'environnement, bah c'est streamé comme du Stadia. Donc d'une part, on peut avoir une sorte de Google Doc de la scène 3D. Donc s'échanger des objets 3D, travailler ensemble sur un projet, hein, donc dans le jeu vidéo, le cinéma, la CAO, tout ce que tu veux. L'architecture, j'imagine. Absolument, l'architecture, partout où on a des objets ou dans des environnements comme ça qui peuvent être intéressants. Alors, Omniverse, c'est aussi une plateforme, hein, qui peut recréer des lieux entiers avec une précision photoréaliste et une physique crédible. Donc des doubles virtuels, tout simplement, dans lesquels on peut faire tourner des simulations. Donc qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un matrix de poche, hein, tout simplement, pour les voitures autonomes, les robots industriels, ou aussi les logisticiens. Alors il y a des clients comme Activision, comme ILM, comme Ericsson, comme BMW ou Bentley, etc. Donc on a vu par exemple des images de BMW, donc BMW en tant que marque, hein, qui simule une usine entière, une usine de production de bagnoles, de manière totalement photoréaliste. Alors pourquoi faire? Bah, c'est pour planifier en fait l'organisation d'une vraie. Parce que les usines en fait elles sont réorganisées en permanence, puisqu'il y a des nouveaux modèles en permanence. Et donc bah, on peut voir d'abord en simulation comment ça se passe au niveau de la chaîne d'assemblage, c'est-à-dire comment les robots comment les robots peuvent bouger, où est-ce qu'ils vont aller, est-ce qu'ils peuvent se prendre des murs, où est-ce qu'ils peuvent se prendre des trucs, et même le comportement des employés, puisqu'en fait les humains digitaux font partie du pack, et donc t'as des humains digitaux, hein, dedans, qui font les gestes que feraient les ouvriers, et puis on peut mesurer le temps qu'ils le font, est-ce que c'est optimal, etc. Donc on peut tester avec des robots ou avec des chaînes d'assemblage, mais aussi avec des robots, par exemple, qu'on peut tester en conditions quasi réelles. Donc on voit ce que voit le robot, on voit ce que verraient les senseurs du robot, et donc ça permet de faire plein de tests avant de fabriquer vraiment les robots. Donc c'est, pour être simple, hein, il suffit de voir ça comme une espèce de super moteur 3D en ligne, qui est fait pour tourner sur des data centers Nvidia. Donc c'est pensé Unreal Engine qu'on utilise dans les jeux vidéo, tu vois, mais qui sera multi-utilisateur, simultanément, hein, et qui peut tourner sur un nombre arbitraire de GPU dans le cloud, selon les besoins. Donc si t'as pas besoin d'un truc, tu vois, si tu fais un truc tout seul dans ton coin, tu peux avoir 1 ou 2 GPU comme ça dans ta machine, mais tu peux en avoir des milliers, tu peux faire tourner ta simulation sur 10 000 GPU, 20 000 GPU, si tu veux, et c'est de l'argent bien sûr, hein. Et tu peux avoir évidemment un niveau de précision dans la simulation et dans la physique, qui est absolument énorme, parce que la physique, c'est pas de la physique de jeux vidéo pour le coup, hein. C'est la physique du solide, des gaz, des fluides, et qui est vraiment simulée selon l'état de l'art. Donc un robot qui apprend dans Omniverse, ben en fait il est pas du tout dépaysé en passant dans le monde réel, c'est ça le truc. Bon, alors ça c'est Omniverse, donc moi je trouve ça assez impressionnant quand même, c'est assez fou. Il y en a aussi une démo à la fin avec les voitures autonomes, on y reviendra. Et puis bon, on a quand même eu un petit peu de gaming, hein, avec GeForce Now. Alors, mais finalement, c'était illustratif. C'est ça qui est marrant, parce qu'ils ont parlé de GeForce Now, mais c'est pour mettre en valeur un autre truc, qui est leur offre réseau, qui s'appelle Bluepoint. Alors, Bluepoint, c'est ce qu'ils appellent un DPU. DPU, c'est Data Processing Unit. Et donc, le but, pour faire simple, hein, c'est de rendre la carte réseau intelligente. Donc traditionnellement, la compression, l'intégrité, tu vois, le contrôle d'intégrité des données, le chiffrement, l'inspection des paquets réseau, tu vois, les stats, hein, tout ce que tu peux imaginer comme stats quelconque, tout ça c'est pour la pomme du CPU, évidemment, c'est le CPU qui s'y colle. Bluepoint, c'est une carte réseau qui intègre des cœurs ARM et qui peut s'occuper de tout ça sans souci en fait. Donc ça allège la charge de tout le reste, et c'est un avantage évidemment dans le contexte d'un service qui est quand même très exigeant en réactivité comme le cloud gaming, quoi.
Donc, ouais, j'ai essayé d'identifier pendant que tu décrivais ça quel était le problème que ça tendait à résoudre. Aujourd'hui, il y a des problèmes comme ça sur justement les ressources qui sont consommées pour calculer l'intégrité des échanges réseau, par exemple. en fait, il y en a énormément. On n'imagine pas à quel point. Alors Bluefield, donc ça s'appelle Bluefield. J'ai dit Bluepoint, c'est Bluefield. J'ai entendu Bluepoint et je l'ai pris pour argent comptant, c'est donc Bluefield. C'est Bluefield, pardon. Non, c'est Bluefield et c'est donc c'est supporté par plein de monde évidemment, hein, donc VMware, Red Hat, Canonical, Cloudflare, etc. Uh-huh. Et donc ils ont annoncé leur Bluefield 3 et Bluefield 3 c'est pas la rigole, hein, c'est quand même 16 cœurs ARM haut de gamme qui tourne à 600 gigabits par seconde. Donc Bluefield, je vais y arriver, c'est une ligne de produits qui vient directement du rachat de Mellanox, hein, qu'ils ont fait l'an dernier, et en fait c'est un composant crucial de l'architecture d'un data center. Le réseau en fait c'est fondamental, parce qu'un data center c'est quoi ? C'est un réseau. C'est un réseau de nœuds de calcul. Quand tu as une armoire, en fait, les armoires, c'est des racks, et chacun des racks, chacun des tiroirs, si tu veux, c'est un ordinateur qui est en réseau avec les autres membres de l'armoire, et elle-même est en réseau avec les autres armoires. Donc, c'est un réseau, en fait, c'est un énorme réseau. Et donc, les transferts entre les nœuds de calcul et les nœuds de stockage, qui sont pas forcément les mêmes en plus, hein, c'est énormément de trafic, et d'après Jensen, d'ailleurs, moi j'ai pas de chiffres, mais c'est lui qui le dit, 1/3 de la puissance de calcul des data centers mondiaux ne va pas aux applications, mais à la gestion de l'infrastructure logicielle qui est autour. Énorme, d'accord, ok. Donc voilà, ça répond, je pense, à ta question. Hein, oui, ça répond très très bien et de manière assez édifiante, parce que j'aurais jamais imaginé qu'un tiers de la ressource en matière de calcul était était dédié à la gestion du réseau. Bah écoute, ok, très bien. La gestion de l'infrastructure au sens large. Donc réseau, aller-retour, données, traitement des données, etc. quoi. Donc Bluefield 3 il est super puissant. Bon, évidemment ils ont déjà annoncé un Bluefield 4 pour 2023 qui va l'enterrer et lui faire la honte. Mais il s'arrête jamais, hein, chez Nvidia bien sûr. Bon, après ils ont parlé de leur DGX. Donc DGX c'est le data center modulaire, hein, de Nvidia. Donc ça part de la station de travail, donc pense une grosse tour. Ça passe par un serveur qui est un petit peu la taille d'un frigo, hein, c'est le DGX A100. Puis ça va jusqu'à la collection d'armoires, hein, comme je disais, qui s'appelle le Superpod. Donc la station de travail, quand je dis une grosse tour, c'est vraiment une grosse tour, hein, j'exagère pas. C'est une tour qui consomme 1500 watts, qui est water coolée. C'est une machine avec 320 Go de RAM, 2,5 pétaflops de puissance de calcul. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. La bande passante... C'est difficile à comparer comme ça, c'est pas très radiophonique, mais oui, ça paraît 2,5 pétaflops, c'est 2500 teraflops. Donc vous allez voir combien fait de teraflops une 3090, et c'est effectivement la différence, c'est quand même... Par contre, il faut se méfier des pétaflops et des flops et tout ça, parce que juste au passage, un flop n'est pas égal à un autre flop forcément. C'est-à-dire un flop, c'est une opération en virgule flottante. C'est vrai, mais le truc, c'est que l'opération en virgule flottante, elle se fait sur quel type de nombre, tu vois, tu peux avoir des flops qui se font sur 32 bits, des flops qui se font sur 64 bits, des flops qui se font sur 16 bits, tu peux avoir des B-flottes ou des flottes ou 16. Donc, en fait, selon le type de flotte que tu utilises, tu peux gonfler les chiffres significativement. D'accord. Ça dépend quand même pas mal des trucs. Donc 2,5 pétaflops, je suppose qu'il peut... évidemment, les constructeurs ont tendance à utiliser les métriques qui les mettent en valeur, et bon, évidemment, s'ils ont beaucoup de puissance en deep learning, ils vont avoir tendance à utiliser ce truc-là. Ça veut pas dire que t'as 2,5 pétaflops en flotte 64, à mon avis, c'est pas le cas, d'ailleurs. Bon. Mais bon, c'est quand même une grosse puissance de calcul, avec une bande passante de 8 téraoctets par seconde, hein. Alors, 8 téraoctets par seconde, pour faire une comparaison, la DDR4 c'est 32 gigaoctets par seconde, hein. DDR4 que j'ai dans mon PC, là, actuellement. C'est déjà beaucoup, en fait, quand tu réfléchis, d'ailleurs. C'est 32 gigas, c'est pas mal, mais 8 Tera c'est mieux. Oh la vache, 8 Tera, quoi faire. Donc, la puissance, c'est donc 4 GPU Ampère, donc Ampère c'est leur ligne professionnelle, tout simplement, et accessoirement, 64 cœurs AMD, bon. Alors, par contre, combien ça coûte, à ton avis? Ah bah, j'ai aucune idée du chiffre, je suis complètement incapable de te donner un chiffre. Tu mettrais combien, toi, pour une bête de course pareille, pour une créature de rêve comme ça? Bon, ça se chiffrerait en, je sais pas, en dizaines, en centaines de milliers, je pense. Je sais pas, j'essaie de comparer par rapport au prix. Écoute, quelques centaines de milliers d'euros. Moi, je trouve ça cher. Allez, 150. Non? Oh putain, mais oui, bravo, mais c'est vrai? 150 000 $. C'est génial. 150 000 $, ou 9 000 $ par mois. Moi, je trouve ça atrocement cher, personnellement. Mais bon, écoute, en tous les cas, voilà, donc c'est évidemment du matériel professionnel. Bon, après, évidemment, on passe au Superpod. Le Superpod, évidemment, c'est délire, hein, c'est 90 téraoctets de HBM2, des hexaoctets par seconde des GPU, qui passent à 80 Go de RAM, d'ailleurs. Bon, tout ça, pourquoi faire, hein, pour faire du deep learning
parce que Jensen, lui, bon, évidemment, ils veulent se positionner quand même beaucoup Le là-dessus. CEO, Jensen Huang. Jensen, c'est le gars. Hein. Jensen veut croire voit croître en tout cas les modèles, tu vois, qu'on utilise, les modèles de deep learning jusqu'à 1000 milliards de paramètres bientôt. Alors 1000 milliards de paramètres, donc c'est le nombre de paramètres des modèles qu'on utilise. Au plus il y a de paramètres, au plus le cerveau est gros, hein, quelque part derrière, hein, si on peut dire ça comme ça. GPT-3, donc le très très connu modèle linguistique qui est le plus gros actuellement, il a 175 milliards de paramètres. Bon, lui, il s'attend à ce qu'on explose le milliard de paramètres l'année prochaine, quoi, globalement. Et le millier de milliards, tu veux dire, non? Le millier de milliards, pardon, oui, les 1000 milliards donc de paramètres, prochainement. Alors, pour gérer tout ça, NVIDIA lance un truc qui s'appelle Megatron. Je rigole pas, ça s'appelle Megatron. C'est un système qui segmente, en fait, les modèles transformers pour entraîner des morceaux en parallèle. Donc, ça marche aussi pour l'inférence, d'ailleurs. Donc, ils ont parlé de plein de trucs, de plein de librairies. Alors, ils ont parlé de Clara, donc c'est leur librairie de deep learning pour la biologie. Il y a Nanopore, qui sont des outils génériques qui passent sur des outils génétiques, qui passent sur DGX aussi. Ils ont parlé de Schrödinger, qui accélère les calculs de chimie pour la recherche en pharmacologie. Donc, NVIDIA, c'est aussi une grosse pile de logiciels, hein, pour à peu près tous les besoins. Évidemment, la bande passante mémoire, hein, donc quand on a des 1000 milliards de paramètres, ça fait beaucoup de données. Donc ça fait beaucoup de mémoire, et ça fait beaucoup de bandes passantes mémoire, des données qui se baladent un petit peu, qu'il faut accéder, qu'il faut transférer. Voilà, donc, en gros, les mouvements mémoire et la bande passante mémoire, ça devient un enjeu toujours plus crucial avec le deep learning, autant pour les données d'apprentissage que le stockage et la manipulation des poids. Hein. Et donc, chez NVIDIA, ils ont un truc qui s'appelle NVLink. NVLink, c'est rapide, mais malheureusement, aucun processeur Intel ou AMD supporte NVLink. NVLink, c'est entre les cartes graphiques elles-mêmes. Et bon, il commence à en avoir marre, Jensen, de la bande passante pourrie des Intel. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ne pas produire son propre CPU pour des super ordinateurs? Et là, c'est ce qu'il a annoncé, c'est donc ça Grace, en fait. Donc Grace, c'est en l'honneur de Grace Hopper, qui est conceptrice du COBOL, un langage oublié par la plupart, mais pas par tous. Non, pas tant que ça, pas suffisamment. Ouais, voilà, peut-être même pas assez. Donc ouais, Grace, c'est un processeur ARM qui intègre NVLink et qui a une bande passante avec sa propre mémoire de 2 téraoctets par seconde. Donc parce qu'en fait, chaque cœur Grace a droit à une ligne vers la mémoire qui est de la LPDDR5 et une ligne vers la mémoire vidéo. Alors qu'avant, tout devait passer par le PCI Express du processeur Intel ou AMD. Donc Grace, c'est un processeur qui est puissant, mais clairement, c'est pas lui qui va être chargé du gros du boulot, en fait, hein. Parce que dans un supercalculateur moderne, le CPU est un passe-plat. C'est un gentil organisateur, hein. Il s'occupe... lui, il dresse les nappes, il met les assiettes en carton, tout ça. Puis quand la fête est finie, il range tout, il met tout dans la poubelle. Mais en fait, le vrai fun, ça se passe sur les accélérateurs, sur les GPU. Et ici, c'est les GPU qui vont s'occuper du vrai boulot, hein, en fait, de faire tourner les algos. Et donc, Jensen a insisté sur la bande passante de Grace et le fait qu'il donc supprime un goulet d'étranglement en termes de mémoire, mais il n'a pas insisté sur les performances brutes de Grace. Donc, ça veut dire que Grace, en fait, ne signifie pas la mort des Xeon ou des EPYC d'AMD, en tout cas pas immédiatement. Il a sa place dans plein de scénarios, hein. Évidemment, hein. D'ailleurs, Grace va intégrer le superordinateur Alps, qui est le plus puissant du monde dans le domaine de l'IA, où il sera 20 fois plus puissant que les autres, donc c'est prévu pour 2023. Et Grace aussi, en fait, c'est prévu pour 2023, donc ce sera couplé à du Bluefield 3, et finalement, c'est un petit peu la pièce finale du puzzle hein, pour NVIDIA, qui possède un petit peu toute la chaîne du data center dédiée au calcul de performance, et particulièrement au deep learning. Voilà, NVIDIA travaille aussi avec d'autres fabricants, hein, de CPU ARM qui font leur propre CPU, donc en fait c'est complémentaire puisqu'il y a aussi Ampere. C'est encore un Ampere, mais c'est pas le même Ampere, ou Marvel, c'est des gens qui font d'autres puces aussi sur ARM pour les super ordinateurs. Et donc ouais, c'est quand même un autre signal fort que l'implantation de ARM voilà, dans le cloud, dans les serveurs, c'est quelque chose de vraiment sérieux. C'est vrai que ça peut légitimement susciter des petits frissons désagréables dans la nuque, hein, chez Intel et AMD, ça c'est sûr. Bon, voilà, donc Nvidia fournit aussi donc de l'IA as a service, un petit peu comme Azure. Donc il y a des modèles pré-entraînés et personnalisables, hein, comme Jarvis ou Merlin. Donc Jarvis, c'est un modèle de langage multi-usage, qui fait la traduction aussi. Merlin, c'est un système de recommandation, voilà, clé en main. Puis il y a Maxine. Maxine, c'est une suite pour la visio. Donc on a déjà un petit peu parlé, c'était le super compresseur de visage, mais il y a aussi transcription, il y a aussi traduction simultanée, etc. Et puis ils ont Triton, leur optimiseur d'inférence, hein, pour voilà, ils travaillent avec plein de partenaires comme Best Buy, Pinterest, Spotify, WeChat, etc. Et donc, voilà, pour finir tout ça, ce gros truc, hein, quand même, il y a un autre secteur, évidemment, qu'on peut pas oublier, hein, et où Nvidia veut placer tous ses pions, c'est la conduite autonome, avec des gros serveurs pour l'IA,
Donc ils ont mis en place un Matrix en fait pour l'entraînement des voitures robots. Et bien sûr, ils ont leur ordinateur embarqué, donc leur système Drive là, qui va accueillir un nouveau venu en 2022 qui s'appelle Orin, et qui éclate évidemment la gueule de Xavier, le pauvre, avec 10 fois la puissance en inférence. Bon, il y a une démo à la fin, faut voir la partie quand même où la voiture virtuelle se conduit toute seule dans un environnement virtuel mais photoréaliste. C'est hallucinant, la boucle est bouclée en quelque sorte. Bah, on a hâte de voir ça dans la réalité quelque part, mais très impressionnant étalage de projets de la part d'NVIDIA. Effectivement, comme tu le dis, ça peut, j'imagine, faire froid dans la nuque d'Intel et d'AMD de voir l'architecture ARM qui propose ce type de service. Évidemment, on peut que rappeler qu'NVIDIA est en train de finaliser, on l'espère pour eux en tout cas, le rachat d'ARM. Donc ça laisse. Bon, par contre, ils avaient commencé à dessiner, j'imagine, Grace comme plein d'autres processeurs qu'ils faisaient avant en ARM avant le rachat, et c'est pas directement lié. Mais évidemment, il y a une logique dans cette acquisition. Merci beaucoup pour cette restitution de cette keynote d'NVIDIA, Guillaume. On va enchaîner avec nos autres sujets. On a tout d'abord Google et Oracle, comme je le disais en intro, qui conclut 10 ans de conflit juridique devant la Cour suprême des États-Unis. C'est un petit peu comme quand les élèves se chamaillent dans la cour et que ça remonte jusqu'au proviseur. Et le proviseur, il a un petit peu le dernier mot dans ce genre de cas, en tout cas sur ce sujet. Et il s'avère que l'arbitrage de la Cour suprême est allé en faveur de Google. Alors, il va être très compliqué de résumer en quelques minutes 10 ans d'historique juridique, d'autant qu'on en a déjà parlé dans d'anciens épisodes de Tech Café. En substance, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la Cour suprême a arbitré aussi sur le fait d'utiliser les 12 000 lignes de code qui ont été créées et écrites au départ par Sun Microsystems, acquis entre-temps évidemment par Oracle, donc par Android, racheté, vous le savez, par Google, dans le cadre justement de la création d'Android, Guillaume. Oui, bah on va pas revenir dessus trop à longueur non plus, on va faire assez vite. Donc il y avait effectivement ces 12 000 lignes de code, donc on le rappelle, c'est l'interface, c'est-à-dire que ce sont pas les choses qui font le travail, c'est l'interface logicielle, c'est-à-dire c'est le protocole d'utilisation des librairies Java. Donc en fait, ça tombe sous ce qu'on appelle le coup du fair use, c'est-à-dire que c'est pas du vol de propriété intellectuelle, c'est juste quelque chose qu'on fait pour être interopérable avec Java. Donc Android a fait ça pour pouvoir être interopérable avec Java, pas pour voler les fonctionnalités de Java. Donc évidemment ça c'est relativement complexe à défendre, à comprendre parfois, et donc effectivement il y a eu donc tout un tas d'allers-retours juridiques, donc voilà, Google a gagné, puis il a perdu, puis il a regagné, puis il a reperdu, puis bon bref, pendant 10 ans, et là effectivement la Cour suprême, donc effectivement le plus haut échelon, a quand même statué à 6 contre 2 que Google était dans son bon droit, et c'est une excellente nouvelle, parce que si ça n'avait pas été le cas, n'importe qui et son chien aurait pu attaquer n'importe qui d'autre s'il avait réutilisé une autre, la même interface. Donc ça veut dire que par exemple, Mono aurait été en danger. Donc Mono c'est C dièse, et enfin c'est .NET pardon, c'est .NET. Et donc c'est le .NET, donc en fait c'est l'équivalent Microsoft de Java, et c'est pareil, ça voudrait dire que tu ne peux pas réimplémenter quelque chose en étant compatible avec autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça aurait été catastrophique pour l'interopérabilité de manière générale, quoi. Et donc c'est une excellente nouvelle que Google ait eu gain de cause, outre les 9 milliards de prunes qui vont éviter de payer. Oui, bien sûr. Bon, je pense que la Cour suprême est allée dans le bon sens de ce qu'attendaient la plupart des acteurs de la tech, et vraisemblablement un arbitrage inverse aurait créé un précédent très compliqué à gérer au quotidien, effectivement, pour l'avenir. On va continuer à parler de géants, mais on va surtout faire un écho à une situation pour Amazon, avec les employés qui ont été amenés à voter pour un centre aux États-Unis, Amazon, et ce vote devait amener à savoir est-ce qu'ils allaient mettre en place un syndicat ou pas. C'est vrai que dans nos discussions en France, quand on voit ce genre de sujet, ça interpelle beaucoup. On a bien le sentiment là qu'on est dans des pays différents et dans des cultures fondamentalement différentes.
Mais ils ont eu à se prononcer et il s'avère que, et beaucoup avaient prédit que ça se terminerait un petit peu comme ça, il y a eu seulement 30% de oui, donc 70% des votes se sont exprimés en faveur de l'absence d'un syndicat, ce qui est quand même très étonnant. Comment, Guillaume, est-ce qu'on peut arriver à voter contre le fait d'être accompagné par un syndicat dans une entreprise telle qu'Amazon? C'est dingue. Bah ouais, moi je suis le premier à avoir cru que ça allait passer, hein. Si tu te souviens l'an dernier, pour la dernière fois, dans le dernier épisode, j'en pensais, je me dis, il y a quand même des bonnes chances que ça passe. Tu parles 1798 voix contre et 738 voix pour. Moi, j'aurais pensé aussi en faveur d'un oui. Bon, alors cela dit, des milliers d'employés... Mais c'est parce qu'on raisonne là-dessus avec notre culture française et européenne. Ouais, complètement. Alors, il faut dire quand même que des milliers d'employés auraient pas voté, soit par indifférence, soit par intimidation. Parce qu'Amazon, quand même, il est pas allé de main morte, hein. Il y a eu des communications anti-syndicales constantes un peu partout, même dans les chiottes. Bon. Meeting obligatoire avec du lobbying à fond, des fausses infos. Tu sais qu'Amazon est même allé jusqu'à demander à USPS une boîte à lettres spécifique estampillée Amazon pour recueillir les bulletins. Alors que les organisateurs avaient bien insisté pour qu'ils restent en dehors de tout ça, pour pas faire style on maîtrise les trucs, on peut, quand on veut, voir qui a voté quoi, etc. Parce que ça intimide. Il devrait normalement pas être dans le... Mais bon, en fait, il faut savoir que si tu remets ton bulletin à l'employeur auprès de qui tu te prononces, c'est vrai que ça peut être un peu déroutant sur la réponse. Et Amazon est allé jusqu'à laisser sous-entendre plus ou moins explicitement que s'il y avait un syndicat qui intervenait, potentiellement à terme, ça pourrait être la fermeture de l'entreprise. Comme ça pourrait être la fermeture du fulfillment center, mais oui, effectivement. Oui, tout à fait. Donc, mais bon, alors tout ça, il faut savoir que en fait, dans le code du travail américain, c'est pas du tout problématique en fait. Le code du travail américain il permet pratiquement tout aux entreprises quand il s'agit de lutter contre le syndicalisme. Hein. Le syndicalisme, c'est quand même toujours une bête noire là-bas. C'est pas assez assimilé à du communisme. Hein. Voilà, depuis McCarthy, c'est tabou, j'ai l'impression. Donc voilà. Alors les organisateurs ont des recours. Bessemer, c'est un site parmi d'autres, hein, mais bon. Eux qui comptaient sur un effet domino, il va falloir repartir du début, hein, le domino est tombé tout seul. C'est pas gagné cette histoire, hein, à moins que le code du travail ne soit revu en profondeur. C'est pas fait non plus, même sous un truc démocrate, c'est pas fait non plus, quoi. Je voyais dans les articles que c'était même potentiellement une bonne nouvelle qui est grosso modo 30% de oui. Ça veut dire quand même qu'on part de loin. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, effectivement. Bon, écoute, peut-être ça aurait été trop gros au final. Non, bon. On va parler effectivement maintenant de la news. Alors pas forcément la plus incroyable peut-être sur le plan technologique, parce qu'on va se rendre compte que c'est pas les seuls à faire ça, mais quand même ça a été bien propagé dans l'actu tech. C'est l'annonce d'Elon Musk, ou plutôt de Neuralink, au sujet de l'implémentation du cerveau d'un singe avec une puce qui lui a permis de jouer à Pong tout simplement, Guillaume. Ouais, des résultats de Neuralink, hein. Bon, ils sont moins explosifs que ceux de SpaceX, c'est pas plus mal, puisque oui, alors Starship a encore pété, hein, au cas au passage. Mais bon, donc là on parle pas de ça. Neuralink a diffusé une vidéo d'un singe jouant à des jeux vidéo en sirotant un smoothie à la banane. C'est des branleurs, ces singes, hein, je te jure quand même. Bon. Puis franchement, ils jouaient à Pong, et vu la vitesse à laquelle ça allait, c'était sûrement un mode facile en plus. Bon. Tu veux une preuve de plus que les singes sont des branleurs? Ils jouent avec leur cerveau. Voilà, plus besoin de tenir le joystick. Si c'est pas de la flemme quand même, ça. Bon, en vrai, ils touchent toujours le joystick, en fait, par habitude, mais quand on débranche, ça marche toujours, parce qu'en fait, ils ont un Neuralink qui, après étalonnage, leur permet de contrôler les mouvements d'un curseur, hein, par la pensée, et tout ça sans fil. Alors, c'est vrai que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas en soi une nouveauté, puisque les interfaces corticales, ça existe depuis un petit moment, et des tétraplégiques qui bougent des curseurs par la pensée, ça se fait déjà. Jusqu'à présent, c'était filaire. Cela dit, il y a un problème de débit, en fait, surtout. Et là, c'est sans fil. C'est ce qui, avec la miniaturisation de l'ensemble, hein, fait un petit peu la nouveauté et l'avancée du truc. D'ailleurs, c'est un petit peu la saison, puisque des machins intracorticaux sans fil, il y en a un autre, hein, il y a 2 participants à un essai clinique de BrainGate qui ont aussi bougé des curseurs avec leur esprit, et ça sans fil aussi. Le dispositif, voilà, c'est l'université de Brown qui fait ça, il est nettement plus visible, hein, il est un petit peu moins, quand même un petit peu moins élégant. Bon, en fait, c'est une problématique de compression, c'est-à-dire qu'un neurone, ça produit beaucoup de données, même quand ça fait rien, en fait. Et donc, évidemment, quand t'as 1000 électrodes, ça reçoit encore beaucoup plus de données chaque seconde, donc c'est énorme. Et il faut donc trier et interpréter correctement tout ça, et donc Neuralink, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il est assez audacieux, puisqu'il ignore la plupart des infos, tout simplement, il se concentre sur la fréquence des impulsions, c'est tout. Donc c'est vraiment beaucoup moins d'infos que ce que donne l'ensemble des neurones, mais il se trouve que dans le contexte moteur, ça semble suffisant pour faire bouger des trucs, sans rien toucher. Du coup, on peut envoyer des paquets par Bluetooth, tout simplement, interpréter les intentions du singe avec une calibration, un petit réseau de neurones,
Et voilà, donc prochaine étape, ben voilà, un humain qui joue à Pong, hein, bien sûr, et là on va voir qui est le plus fort entre l'humain et le singe. Non mais oh. J'ai trouvé moi la vidéo très parlante et j'ai trouvé que sur le plan de la communication c'était très bien amené, bien plus à mon sens que les trois petits cochons auxquels on avait eu droit, qui moi m'avaient un peu laissé sur ma faim en termes de compréhension de l'évolution de Neuralink et des évolutions de leurs travaux. Là effectivement c'est vraiment le singe qui reçoit une récompense parce qu'il joue à Pong. Non mais quel métier merveilleux, Guillaume, au passage, de se dire qu'il y en a qui ont des récompenses à jouer aux jeux vidéo. Non mais oh. Et derrière, effectivement, c'est rigolo de voir qu'à un moment, bah, on lui débranche sa manette et puis il continue à jouer, quoi. Donc très impressionnant. Je sais pas ce que ça donnera à l'avenir, mais c'est toujours des points d'étape à suivre. Un dernier point dans cette rubrique, avec un autre résultat, un autre arbitrage, c'est celui d'Adopi à l'aune de sa transformation. Parce que effectivement, Adopi va changer et va fusionner avec le CSA en France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour former l'Arcom. C'est des noms qui font toujours un petit peu peur. L'Arcom, et qui va se concentrer sur le piratage qui passe par le streaming et le téléchargement direct, contrairement à la Adopi qui se concentrait principalement sur le peer-to-peer, Guillaume. Voilà, t'as bien résumé en fait, hein, parce que c'est vrai qu'on en sait remarquablement pas beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Ils veulent bloquer les sites, hein, tout simplement, donc ils vont passer par le blocage direct des sites qui, non seulement des sites qui hébergent, mais aussi des sites annuaires, forcément. Ils vont probablement aussi essayer de taper là où ça fait mal, c'est-à-dire dans les régies pub, je suppose. Mais bon, ça c'est des suppositions, hein, mais je suis comme de toute façon, en gros... Les trucs se financent par la pub, t'as des avalanches de pub quand tu vas sur ce genre de site. S'ils coupent les régies pub, ils coupent aussi les fonds, donc ça va faire mal, je suppose. Il y a aussi la possibilité apparemment, l'Arcom va aussi avoir la possibilité de superviser, comme le CSA, hein, la Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc. Et puis, il y a un truc que j'avais pas calculé, apparemment il y a aussi du piratage sportif. Oh oui, énormément. C'est ça qui est fou. Mais moi, j'avais pas du tout réalisé parce que, évidemment, c'est pas trop mon truc, mais ils veulent aussi lutter contre le piratage sportif, qui apparemment fait très très mal. Ouais, c'est un gros sujet, effectivement, ils l'ont en ligne de mire. Ce qui est certain, c'est que on a une explosion des IPTV, notamment dans le monde de ceux qui suivent l'actualité sportive, toutes les personnes qui autour de moi suivent le sport, parce que comme toi, Guillaume, c'est pas forcément mon centre d'intérêt prioritaire devant la télé dans la semaine, mais j'ai pas mal de personnes autour de moi qui suivent notamment le foot et qui sont maintenant très clairs dans leur démarche, exit les Canal+, les Canal ceci, les Canal cela, qui comptent au passage des blindes, et c'est vraiment beIN Sport et compagnie, c'est vraiment des chaînes, ça fait froid dans le dos quand tu vois les prix qui peuvent être pratiqués, et justement des pratiques commerciales qui sont carrément abusives, où t'as tout le mal du monde à résilier si tu lèves pas le petit doigt au bon moment, suffisamment en amont. Bref, il y a eu une explosion des usages, notamment des IPTV, qui sont ces services qui te permettent tout simplement de pirater le contenu à distance et d'accéder à des tonnes de contenu en ligne, en live, avec une télé par internet et avec des solutions clés en main qui du coup te font faire des grosses économies. Voilà. Honnêtement, je suis à peu près persuadé que la chaîne de foot qui avait été montée, qui était dédiée la Téléfoot, a en partie fait faillite parce que bon, d'une part les choix étaient pas excellents et que c'est arrivé à un moment où le sport c'était pas forcément le sujet qui était le plus fun avec la crise sanitaire l'an dernier, mais aussi parce que prendre sa place avec un système payant face à des IPTV, c'est presque utopique en fait. Bon désolé pour tes amis alors hein. Oui. Bon, peut-être que ça va avoir la même efficacité que la Adopi quelque part. Allez, on va parler scandale maintenant, parce que ça faisait là quelques épisodes qu'on a le scandale Facebook de la semaine qui revient, mais on va pouvoir continuer parce que du scandale on en a en veux-tu, en voilà, avec notamment donc le scandale Facebook de la semaine pour initier cette rubrique où on nous souligne le comportement particulièrement sexiste de Facebook, Guillaume. Oui, alors il le fait pas exprès, mais bon voilà, un petit SFS ou deux, je sais pas. Bon, le premier, on peut commencer par un petit premier qui est pas un nouveau scandale, même si techniquement c'est techniquement un scandale sur le point de vue, quoi. C'est suite directe à la fuite de plus de 500 millions de profils qu'on a relayé la semaine dernière. Hein. On disait qu'il serait sympa, enfin je disais qu'il serait sympa, sinon obligatoire pour Facebook d'avertir les gens. Eh ben ils l'ont pas fait, ils le feront pas, sauf si vraiment on les oblige, hein, mais bon.
En fait, la fuite est bien une fuite, c'est pas un piratage. Les numéros viennent d'une fonctionnalité stupide, datant de 2017, où on pouvait rentrer le numéro de quelqu'un pour faire ressortir son profil. Donc fonction pratique, mais idiote, parce que très difficile à encadrer. D'ailleurs, elle l'était pas, donc n'importe qui pouvait rentrer un nombre illimité de numéros, et bien sûr, ça a pas raté. Des petits malins ont essayé tous les numéros possibles, et ils ont aspiré 500 millions de profils. Bon, c'est pas les seuls à se faire aspirer les trucs, puisqu'il y a 500 millions de profils LinkedIn aussi qui s'en baladent, mais bon, déjà, la base elle est pas gratuite comme celle de Facebook. Puis bon, toutes les données LinkedIn sont déjà publiques, donc c'est un peu moins grave quelque part. C'est quand même chiant parce que les infos sont regroupées, tu vois, concentrées, donc c'est quand même, si tu croises les deux bases en plus, LinkedIn et Facebook, tu commences quand même à bien connaître les gens, mais bon, bref. Les champions de chez Facebook ont quand même finalement coupé la fonction en 2018, trop tard évidemment, et en 2018 le RGPD était pas encore en vigueur. Alors bon, ça plus le fait que c'est pas techniquement un hacking, ils ont prévenu personne parce qu'ils en ont rien à battre. Puis aujourd'hui, Facebook, pour Facebook, cette fuite aujourd'hui, c'est une vieille histoire, quoi. Donc, toujours rien à battre. Donc, c'est la réponse à la CNIL irlandaise, peu de choses près. Alors bon, s'ils ont techniquement raison, je comprends pas cette attitude. Franchement, ça coûte quoi à Facebook d'envoyer un message aux utilisateurs concernés? Je sais pas, ils sont maso. C'est pas comme s'ils avaient une super image de marque. C'est à tel point que Facebook a dépensé 23 millions de dollars l'an dernier pour la protection de Mark Zuckerberg. Tellement ils ont peur qu'ils se prennent des cailloux. Je sais pas. Alors quoi? Ils ont peur, ils ont peur de se remonter dans l'estime de l'opinion publique un minimum s'ils font un geste, je sais pas. Mais bon, oui, tu disais, le SFS de la semaine, ça pourrait être ce scandale sur les biais dans les annonces qui a refait surface dans The Intercept. Bon, alors en fait, il semblerait que l'algorithme de Facebook reproduise les disparités hommes-femmes, même quand on lui demande rien. Donc il y a des gars de l'université de Southern California qui ont acheté des pubs pour des emplois variés, donc ils l'ont divisé en deux catégories, selon que les emplois, selon que les employés dans ces emplois soient très majoritairement des hommes ou très majoritairement des femmes. Donc dans ces catégories, les emplois sont regroupés par leur niveau de qualification, de salaire, pour que ce soit à peu près équivalent. Et même en lui demandant rien du tout, et surtout pas de cibler sur le sexe, Facebook montre les pubs pour des boulots plutôt masculins plutôt à des hommes et pour des boulots plutôt féminins plutôt à des femmes. En fait, les biais sociaux sont reproduits naturellement par l'algo de Facebook. Alors, c'est pas ultra étonnant parce que même si bien sûr les détails sont pas connus, c'est un secret industriel, on s'attend à ce que la base soit quand même statistique. Et statistiquement, si les mecs cliquent plus sur un type de boulot, l'algo il va le retenir et en tenir compte. Tu vois, et donc il a sans doute décidé tout seul. Que c'était une caractéristique importante. Donc même si Facebook utilise à fond le machine learning, ça reste à peu près pareil. Donc c'est quand même problématique, voire illégal. C'est encore un exemple où un biais se retrouve dans un algo parce que les données sont biaisées et que bien sûr le biais il va pas s'en aller tout seul. Donc il faut se donner plus de maîtrise sur l'outil, pour aller au-delà de la simple reproduction de l'histoire, du simple rabâchage de ce qui s'est déjà produit, quoi. Dans la série des scrappings de données, comme tu l'as évoqué pour LinkedIn, on a Clubhouse. Vous vous rappelez Clubhouse, c'est ce réseau social, j'en avais parlé il y a de ça quelques temps, qui se base uniquement sur l'audio. Donc en gros, c'est comme Zoom mais sans la vidéo et sans texte non plus. Enfin en gros, c'est que de l'audio quoi. Et il y a des profils évidemment sur Clubhouse qui sont publics. Et problème, Clubhouse veut faire vraisemblablement comme les grands réseaux sociaux. Il veut être lui aussi à l'origine de scandale. Je pense que c'est une forme de notoriété pour un réseau social. Et il s'avère que pas mal de données de Clubhouse ont été récupérées. Donc là aussi, c'est pas une fuite, c'est pas une limite de récupérer, c'est pas une récupération de la base de données de Clubhouse qui a été faite par des pirates, mais c'est bien de la récupération qui ne devrait évidemment pas être autorisé. En fait, on devrait pas avoir la facilité de pouvoir scraper des données comme ça massivement sur les réseaux sociaux. Et bien souvent, les réseaux les sites internet qui sont bien faits évitent que des robots puissent passer et récupérer des données à tire-larigot. Alors, il y a très peu d'infos sensibles en fait pour Clubhouse. Il y a la bio qu'on a mis en ligne, sachant que ce serait public, le compte Instagram, etc. Il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que Clubhouse ne fonctionne que par invitation. Et du coup, on a un lien, on a une espèce de super social graph de, je sais plus, je crois que c'est une centaine de millions d'utilisateurs qui sont tous rattachés à leurs parents. Donc j'imagine qu'on peut quand même en tirer pas mal de conclusions. Et ça aussi en termes de données et de sensibilité, je pense que ça peut être vraiment un sujet. Donc c'est un des premiers éléments qui concerne l'actualité chaude de Clubhouse, mais on peut aussi souligner le fait que ça y est, il y a Facebook qui lance Hotline. On l'avait dit, il lancerait
très vraisemblablement une alternative à Clubhouse. Donc ça s'appelle Hotline. Alors tiens-toi bien Guillaume, c'est comme Clubhouse, sauf qu'on peut aussi s'envoyer des messages textes et peut-être de la vidéo. Bah attends. Bon, voilà. c'est très innovant. Guillaume, tu vas nous parler un petit peu de Proctorio. Je le disais en intro, c'est un plugin pour navigateur dont se servent les universités et par extension les étudiants pour encadrer, et c'est bien pratique en ces périodes de pandémie, les examens à distance. Ouais, bah oui, c'est vrai que c'est pas très marrant quand même, forcément toujours les cours à distance, hein, c'est pas très marrant. Ce qui est encore moins marrant que les cours en distanciel, c'est les contrôles en distanciel. Parce que Ça doit pas être facile, remarque cela dit. Non, bah oui, il faut contrôler, bah oui, forcément, tu vois, il faut contrôler que t'es bien là, que t'es bien sur ta feuille sans tricher. Donc c'est dur, mais Proctorio relève le défi. Alors Proctorio, malgré son nom qui évoque des soins ou des examens invasifs de la zone anale, est en fait une boîte de logiciels qui fournit des solutions de surveillance scolaire assistées par l'IA, donc comprendre avec détection de visage, pour être sûr que tu bouges pas de ta copie. Bon, c'est pas vraiment leur faute pour le nom, Proctor, ça veut dire surveillant ou procureur en anglais, mais bon, c'est vrai que ça passe pas très bien en français. Ça craint. Bon, c'est pas le fun des contrôles en mode meilleur des mondes, déjà, ça c'est sûr, mais vous savez ce qui est encore moins marrant qu'un contrôle sous Proctorio, c'est un contrôle sous Proctorio en étant black, parce que si vous êtes black, il y a une bonne chance que le logiciel ne vous voit pas ou vous voit mal, vous perd de vue même si vous êtes bien là, et vous vire carrément de l'examen. Alors bien sûr, c'est difficile sur la base de témoignages en mode peut-être un peu anecdotique comme ça d'avoir des arguments solides contre Proctorio, parce qu'évidemment il s'en défend. Mais donc il y a un mec qui s'appelle Akash Satisan qui a décidé de se pencher sur le problème et qu'il a analysé le code du détecteur de face, de détecteur de visage de Procto, et il s'avère que c'est tout bonnement OpenCV, c'est-à-dire Open Computer Vision, qui entre autres fait de la détection de visage. Or, OpenCV, il n'est pas exempt de problèmes sur ce point-là, et du coup, comme il sait quel algo il utilise chez Procto, il a lancé une série de tests, et c'est pas brillant, puisque le logiciel est pas très bon de base. C'est-à-dire que, ethnicité mise à part, t'as moins de 75% de réussite dans tous les cas, donc c'est pas brillant, et pour les visages noirs, ça tombe autour des 40%, donc c'est vraiment très faible, et puis c'est totalement cohérent avec les problèmes de certains élèves, qui, même s'ils font tout ce qu'ils peuvent pour mettre leur visage en évidence, continuent parfois d'être ignorés et virés. Donc ça, c'est un problème très concret, tu vois, qui accompagne les biais intégrés aux algos modernes, qui viennent sans doute aussi d'un souci dans la base de données. Voilà, pour seule consolation, OpenCV ne fait pas de reconnaissance faciale, juste de la détection, donc au moins le mauvais flicage n'est pas poussé aussi loin qu'il pourrait l'être. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des exemples très parlants dans l'article. Vous avez une photo d'une personne blanche, une personne noire. L'algo détecte le visage blanc et omet complètement le fait qu'il y a un visage noir. Tu disais combien? 75%, c'est ça, de taux de réussite? Je voyais les taux de réussite dans l'article en fonction des différentes ethnies qui sont tous en dessous en fait. Donc j'avais du mal à comprendre comment est-ce qu'on arrivait à cette performance globale, y compris d'ailleurs pour ah non, c'est que des minorités en l'occurrence, mais en tout cas les chiffres sont pas très impressionnants. C'est étonnant d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu plus de remontées. Ça s'explique. Alors attention, le truc c'est que le résultat sur des images générales, c'est-à-dire quand tu fais des tests sur une batterie d'images qui sont pas dans des conditions optimales, c'est 75%. Okay. Alors, pas des conditions optimales, ça veut pas dire que les trucs sont vraiment pas visibles, un humain les voit. Mais bon, disons que c'est pas optimal, voilà, peut-être pas bien centré, pas bien éclairé, gna gna gna. Bon, ce genre de truc. En fait, les conditions en général quand t'es devant ta webcam où il y a que ta tronche, c'est considéré comme étant des conditions quasi optimales si c'est bien éclairé, quoi, tu vois. Et même dans ces conditions quasi optimales là, il y a quand même plein de gens qui ont des gros soucis. Bon ça craint, donc c'est un élément de plus à garder à l'esprit sur les performances de ce type d'outils. Si vous faites partie des gens qui ont des contacts avec les décideurs, c'est un élément évidemment très important à avoir en tête. On va parler aussi de Google et en particulier d'un activiste dont on avait parlé déjà lors de la mise en place du RGPD, qui déjà n'avait pas attendu plus que, je crois que c'était 24 heures après la mise en place du RGPD pour appuyer sur le bouton d'une plainte qu'il avait lancée. D'ailleurs, j'ai pas eu d'écho sur cette plainte. Je sais pas si toi t'avais eu des échos sur les résultats, sur ce qu'il avait mis en place. Ah écoute, oui, on va en parler. Il y a eu des trucs. Alors, en fait, il y a carrément une bonne brochette de scandales cette semaine pour Google. Du coup, je sais même pas par où commencer. On peut commencer par l'éthique de l'IA, tiens, pour aller vite. Okay. Donc, pour faire suite au départ de Timnit Gebru et de Margaret Mitchell, donc dont on avait parlé ici. Cette fois, c'est Sami Bengio qui quitte Google, qu'il avait rejoint en 2007 quand même. Alors, Sami Bengio, c'est une vraie pointure. C'est le cofondateur de Google Brain. C'est un des devs de Torch, qui est devenu PyTorch, qui est probablement un des outils de machine learning les plus utilisés au monde.
Et c'est d'ailleurs le frère de Joshua Bengio, qui a été prix Turing 2018 avec Yann Lequin et Geoffrey Hinton pour le rapport au deep learning. Donc tout ça, là, à la demande, on se souvient de rétractation par Google d'un papier de Gebru sur l'éthique de l'usage du deep learning par Google. Puis son renvoi entre guillemets de Gebru, puis celui de Margaret Mitchell qui l'a soutenu, et finalement qui aboutit au départ le départ volontaire de Bengio, qui manifestement était du côté des deux jeunes femmes. Bengio avait d'ailleurs été écarté de la direction du comité d'éthique. Donc la raison précise de son départ n'est pas connue, mais c'est clair que c'est quand même une grosse perte pour Google, qui a très mal joué, parce que franchement le papier serait paru, il s'évitait de perdre une sommité mondiale et pas mal de mauvaise presse. Bon, malgré sa victoire à la Cour suprême, c'est vrai que Google n'a pas fini avec les procès, puisqu'en Europe et même en France, il y a Max Schrems qui revient à la charge avec une plainte à la CNIL sur le tracking publicitaire, donc imposé par Google. Donc Max Schrems, il commence à être connu très mal par les GAFA, puisque c'est... Tu disais en France, Oui. Il est pas autrichien? Oui, mais il porte plainte à la CNIL française. Ah oui, d'accord, oui, ok, oui. Très bien. Il le fait exprès, parce qu'il considère que la CNIL irlandaise, elle est trop lente et elle marche pas bien, alors que la CNIL française, elle est plus efficace, d'après lui. Bon, ça, c'est moi. C'est lui qui le dit, moi, c'est bon à savoir. Voilà. Pas faire de commentaires là-dessus. Donc, Max Schrems, oui, c'est un Autrichien, c'est lui qui avait demandé à Facebook toutes les données qu'il avait sur lui il y a 10 ans, je sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. En 2015, il demande l'interdiction de transférer les données européennes aux États-Unis si elles ne respectaient pas les lois européennes. Donc il a une organisation qui s'appelle None of Your Business, qui a lancé des actions contre Facebook, le lendemain de l'entrée en vigueur du RGPD. Je sais pas. Ah non, oui d'accord, oui non effectivement. Pour cette plainte-là, je sais pas où il en est. Je crois que c'est pas terminé, mais bon, on verra. Je regarderai. Ça doit être encore à l'étude parce que finalement à l'échelle de la justice, c'est pas très vieux. C'est ce que non, je me c'est suis ça, dit. c'est pas très vieux, donc je suis pas sûr que ce soit complètement terminé cette histoire. Mais bon, voilà. Donc là pour le coup, ça n'a rien à voir. C'est une plainte qui est déposée donc sur Android. Enfin, en tout cas, sur Google pour Android, parce que voilà, Android fait du tracking publicitaire, je sais, c'est un énorme scoop. Il fait du tracking publicitaire et il dispose d'un outil qui est très analogue à celui que vient pratiquement d'assassiner Apple dans iOS 14. Ça s'appelle le AID, donc c'est le Android Advertising Identifier, voilà. Donc c'est analogue à l'IDFA, donc Identifier for Advertiser chez Apple. Donc l'AID, c'est un identifiant unique qui te suit partout, pour tous les sites, toutes les apps. Ça permet de mieux te connaître, de mieux te cibler. Et cet identifiant, Google te demande jamais si tu veux ou non qu'il soit utilisé, et tu as même pas de moyen de le virer. Même si tu voulais, tu peux pas. Bon. Or, il y a la loi de 2002 sur la protection de la vie privée qui exige le consentement des utilisateurs. Donc on verra si Google est forcé de suivre Apple à son corps défendant en Europe. Ça pourrait faire quand même très très mal à son business. Et d'ailleurs, son business, qui donc c'est la pub, le cœur de métier de business de Google, c'est la pub, rappelons-le, et donc il est aussi au centre d'encore un autre scandale. Un scandale qui a un nom très bizarre, qui s'appelle Bernanke. Alors, quel rapport avec... Alors, j'ai testé. Non, mais alors, attends, c'est important. J'ai testé parce que depuis que je prononce mal les choses, on m'a recommandé d'utiliser Google Traduction et d'utiliser le petit haut-parleur. C'est Bernanke. Bernanke. Voilà, sachons-le, c'est important. Ok. Bernanke. Bernanke, voilà, je disais Bernanke. Mais c'est mignon, Bernanke. Non, je suis désolé, comme Fernand, mais non, c'est Bernanke. Donc voilà, quel rapport avec Ben Bernanke, le mec qui bossait à la Réserve fédérale pendant la crise des subprimes, en 2008? Franchement, aucun, donc je vois absolument pas pourquoi vous appelez ça comme ça, mais on s'en fout. Donc ici, Bernanke, c'est le nom de code d'un mécanisme qui aurait permis à Google de gagner quand même des millions en profitant d'avantages anticoncurrentiels avec sa plateforme de pub en ligne. Bon, la pub, ça finance 90% de ce qu'on consomme sur le web, elle est partout. Le web lui-même, finalement, c'est une sorte de gros panneau pub dans lequel on insère ça et là du contenu, comme à la télé en fait, mais la grosse différence, c'est que sur le web, on peut connaître évidemment chaque utilisateur individuellement et le connaître très bien. Donc la pub pour le web, elle est plutôt sophistiquée en fait. Et alors pour comprendre, il faut voir le principe général au fait de la pub sur Internet. Donc le principe général, c'est que d'un côté, il y a des médias qui ont de l'espace publicitaire disponible. Donc Le Monde, The Verge, adorablechaton.com, ce que tu veux. Donc ils ont des espaces sur leur page. Et ils ont aussi des infos sur ceux qui les consultent. Donc âge, sexe, profil socioculturel, intérêt, etc. Et de l'autre côté, il y a des annonceurs qui ont de la pub à vendre, donc de la pub pour des tonneuses à gazon, des sextoys connectés, ce que tu veux. Donc ils cherchent à placer des annonces devant les yeux des gens qui pourraient être intéressés par leur camelote, parce que ce ne sont pas les mêmes tonneuses à gazon et sextoys, quoique. Enfin bon, donc voilà, les médias vont donc vendre
des espaces pubs aux annonceurs, mais bien sûr, ils veulent les vendre au meilleur prix. Donc il existe des bourses aux pubs. Donc sur ces bourses, les médias mettent en vente leur espace publicitaire et les annonceurs enchérissent dessus. Le meilleur enchérisseur remporte le morceau et c'est sa pub qui est affichée. Le principe est assez simple, mais ce qu'il faut, c'est que ça se fait en temps réel. C'est-à-dire que chaque fois que tu charges un site, tout le processus se produit. La mise à prix, les enchères, la vente. Donc, en un sens, c'est nécessaire, parce qu'une page web ne va pas afficher la même pub à toi et à ta voisine. Donc, les pubs doivent être sélectionnées en fonction de l'utilisateur. Donc, elles doivent être rafraîchies chaque fois qu'un nouvel utilisateur arrive. Donc, c'est en fonction du meilleur offrant pour cet espace pub précis. Espace pub, d'ailleurs, dans le sens... espace pub, le cadre dans la page, mais aussi le cerveau qui est derrière les yeux qui regardent cette page. C'est aussi un espace pub, quelque part. Donc, c'est assez fascinant quand même, et tout ça demande évidemment une suite d'outils. Il y a plusieurs outils pour mettre en vente ces espaces, plusieurs bourses aux pubs, et plusieurs outils pour acheter de l'espace. Et Google, il prend une place très particulière dans ce milieu, puisque d'une part, il possède toute la chaîne, donc tous les produits. Il a sa propre bourse aux pubs, il a des espaces publicitaires aussi sur ses propres plateformes, il a des produits à vendre, dont il peut faire la pub en passant par sa propre bourse, etc., etc. Et d'autre part, avec Facebook, je veux dire, ils ont une sorte de duopole dans le secteur. Un duopole qui prend une tournure assez chou avec Blue Jedi d'ailleurs, qui est un accord d'entente entre Google et Facebook pour des petits services mutuels. Voilà, c'est sorti en décembre dernier. Mais bon, voilà, qu'est-ce que c'est que Bernanke, du coup ? C'est le nom d'un système qui est sorti par accident, d'ailleurs, dans les docs d'une procédure antitrust au Texas. Le fait est que Google maîtrise toute la chaîne de vente-achat de pub. Et il a un sacré historique sur le sujet. Donc en gros, il sait à la fois combien les médias lâchent tel ou tel espace de pub, et à combien les acheteurs les veulent. Et il sait aussi à combien ça part. Et il peut comme ça donner un petit coup de pouce aux acheteurs en leur suggérant des prix. Ce faisant, un annonceur qui passe par Google est presque certain de remporter un espace particulier. Donc selon le Wall Street Journal, ce système permet à Google de tuer en fait la concurrence. Parce que seul un acteur qui maîtrise toute la chaîne peut faire ça. Les autres régies pub, les autres acteurs du secteur de la pub ne peuvent pas être aussi efficaces. Donc les annonceurs vont pas les utiliser mécaniquement. Et voilà. Donc Bernanke existe, alors ça s'est confirmé par Google. Après, lui, de son côté, nie qu'il s'agit d'une pratique qui lui donne un avantage particulier, qu'il ait des données qui sortent de l'ordinaire, mais bon, voilà. C'est quand même un angle d'attaque peut-être supplémentaire pour les régulateurs. Ouais, c'est probablement un angle d'attaque pour appeler au démantèlement de ces entreprises, clairement, de séparer des activités. En attendant, je voudrais conclure cette rubrique puisqu'on parle d'affichage de publicité et de mécanique qui s'appuie sur les cookies. Depuis donc la fin mars 2021, il y a des nouveaux dispositifs réglementaires qui ont été mis en place par la CNIL. Il y a l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation qui a été adoptée par la CNIL et donc il y avait des ajustements et on a été surpris de voir pas mal de sites, bizarrement des sites qui appartiennent au même groupe média qui est Webedia, qui ont changé leur bandeau cookie, tu sais les bandeaux cookies horripilants qu'on cherche désespérément à fermer à la moindre seconde. Et ben là il y avait un ajustement et donc on a la possibilité maintenant soit d'accéder au site pour 2€ par exemple pendant un mois sans cookies publicitaires, ou alors d'accéder au site gratuitement en acceptant les cookies publicitaires. Donc si je résume, en gros, si tu acceptes le fonctionnement des cookies, c'est gratuit, et si jamais tu refuses les cookies, ce que te dit le site, c'est que comme ils vont perdre de l'argent parce qu'ils vont t'afficher des publicités moins pertinentes, c'est pas pour te dire que t'auras pas de pub, mais juste des publicités moins pertinentes, eh ben ils estiment que tu dois passer à la caisse. Ce qui est assez dingue, c'est que le Conseil d'État a jugé en juin dernier que la CNIL ne pouvait pas interdire de manière générale et absolue ces mécaniques dites de cookie wall. Il y a encore du boulot à faire. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu amer sur ce dispositif réglementaire autour des cookies qui est hyper bien intentionné, de permettre aux gens de choisir si on leur dépose des cookies ou pas, mais de voir la mise en œuvre qui se résume, comme on l'avait déjà dit Guillaume, au fait qu'on cherche tout de suite à accepter ou fermer la croix à tout prix avant même de comprendre ce que ça veut dire, ou d'installer des plugins qui les virent automatiquement. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que derrière l'intention qui est parfaitement louable, il y a une mise en œuvre tellement dégoûtante et tellement compliquée que du coup ça dessert au final le consommateur et ça amène à des situations assez ubuesques où on te demande de choisir entre 2€ et accéder gratuitement. Alors Guillaume, je te pose la question, la prochaine fois que tu vas faire un gâteau au chocolat et que tu iras sur 750 grammes, est-ce que tu paieras 2€ pour des pubs pas ciblées, ou est-ce que tu accepteras d'avoir des cookies publicitaires? Je crois que le summum de l'absurde. Je veux dire, je vais payer pour avoir des publicités moins pertinentes.
Non, mais C'est c'est, ça. je veux dire, c'est extraordinaire. Tu dois payer C'est de un ta comble. poche pour que moi, je puisse avoir des pubs pour des soutiens-gorge. Mais je veux Mm. dire, c'est extraordinaire. Je comprends pas. Mais c'est vrai que voilà, hein, c'est complètement, comme tu disais, hein, c'est une perversion d'un dispositif qui était bien intentionné au départ. Mais clairement, les cookies vont crever, hein, à un moment donné, c'est pas possible, quoi. Ça, je crois que là, c'est plus possible. Bon, de toute façon, on avait déjà dit hein, que Google étudie différentes méthodes de ciblage. À mon avis, les cookies vont crever à brève échéance, hein. Oui, tout à fait. Et après, c'est vrai que ce qui est dingue, c'est qu'on aurait pu comprendre le modèle de dire soit c'est gratuit et tu as de la publicité, soit tu payes pour ne pas en avoir. Il y a des Ah, bah, ça, il y en a. podcasts excellents Oui. qui fonctionnent comme ça. Ah, tu vois, il y a Tech Café par exemple. Si jamais il y a de la publicité qui vient trop souvent, en ce moment c'est pas le cas, mais s'il y a de la publicité qui revient trop souvent au début de l'épisode et que vous voulez vous en passer, vous pourriez par exemple aller sur patreon.com/techcafé et nous aider financièrement et donc avoir un flux privé qui en plus vous permettrait d'avoir le chapitrage des émissions. Mais c'est pas ce qui est proposé par ces sites. Bon, ça nous amène finalement, Guillaume, tout ça à des grandes histoires de pognon, et c'est donc ce qui va rythmer la fin de cet épisode, à commencer par Signal, et oui, cette messagerie encensée de la part des référents, et que toi-même tu aimes beaucoup, et que tu utilises, et que tu préconises, qui fait des choix, du coup, qui s'avèrent un petit peu discutables, et sur lesquels plusieurs acteurs de la tech émettent quelques alertes et réserves, notamment Signal se lancerait dans la crypto, mais dans la crypto, dans l'application de messagerie, Guillaume. Ouais, il y a quand même une grosse controverse hein, pour les utilisateurs de Signal. Cette semaine, ils voudraient réussir là où Telegram et d'autres d'ailleurs, ont échoué, c'est-à-dire introduire une crypto et devenir une plateforme de paiement internationale et anonyme. Alors, Signal va permettre en Angleterre, pour l'instant, d'utiliser des mobile coins. Donc déjà, surprise, hein, sur les 4000 cryptos déjà en circulation, aucune n'a trouvé grâce aux yeux de Moxie Marlinspike, qui est donc créateur de Signal. Le mobile coin, c'est une nouvelle crypto qui est entrée en circulation cette année, et donc Moxie est bien familier, puisqu'il en a, selon les sources, soit contribué, soit carrément dirigé le design technique. Donc il y a une collusion qui est un peu troublante, même si elle est moins que d'autres détails autour du mobile coin, qui s'appelle MOB, hein, pour les intimes. Donc MOB, c'est une monnaie qui n'est pas proof of work, à la différence du Bitcoin, donc. C'est une blockchain, mais d'après ce que j'en comprends, n'importe qui peut pas être validateur. Donc n'importe qui peut pas être un nœud de cette blockchain, tu dois être certifié. Ça me rappelle un peu Libra, en fait, hein, voilà, pour être tout à fait honnête. Toujours est-il que le cours de la crypto s'est envolé une bonne semaine avant l'annonce du 6 avril, ce qui est quand même un peu curieux, et que la monnaie est difficilement accessible en plus, puisqu'il y a peu de bourses qui la proposent et qu'elle plafonne souvent les investissements. De fait, l'organisation qui a créé ce coin-là contrôle 85% des 250 millions de tokens qui ont été pré-générés, et qui donc sont échangés par des investisseurs de manière totalement opaque, hein, donc des échanges qui pourraient d'ailleurs expliquer le facteur 10 de la monnaie, qu'elle a pris en moins d'un mois. Donc le choix du mob, ça inquiète un petit peu sur l'aspect totalement ouvert et honnête de la démarche, mais même au-delà de ça, c'est tout le projet de crypto à travers Signal qui agite quand même pas mal les utilisateurs, parce que les paiements via Signal se feront de manière totalement anonyme. C'est annoncé comme une killer feature par Moxie et Signal, mais est-ce que c'est pas justement suicidaire? Telegram a essayé de faire exactement ça. Et Telegram, il a 10 fois plus d'utilisateurs que Signal, hein, d'ailleurs. Et il a jamais réussi, face aux problèmes de régulation que ça pose. Face à la SEC aux États-Unis, Telegram a jeté l'éponge. Comme Kik avant lui, comme Facebook, d'ailleurs, qui a englué toujours. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On verra. Je sais pas si Facebook va y arriver, mais on verra. Mais bon, oui, vas-y. Non, vas-y, termine. Vas-y. C'est pas un hasard d'ailleurs si la fonctionnalité se lance en Angleterre, parce que ça va être très coton à lancer aux États-Unis. Surtout déjà que les messageries chiffrées sont vues comme refuge de terroristes. Si en plus elles deviennent des plateformes potentielles de blanchiment d'argent pour les mafieux et les terroristes, c'est foutu. Facebook n'a pas réussi à imposer le Libra précisément pour des problèmes de transparence et de souveraineté aussi, hein. Donc difficile de voir Signal résister à ce qui a fait plier beaucoup plus gros que lui. Après, on peut aussi comprendre. Je suis obligé dans une certaine mesure, la démarche, on peut aussi la comprendre, parce que Signal, c'est une association qui a aucun business model, et qui, sans les millions de Brian Acton, serait déjà morte. Donc, Josh Goldbard, qui a fondé MobileCoin, l'a fait pour financer Signal, hein, il le dit explicitement. Donc, ils ont mis en place une nouvelle crypto pour s'arranger des problèmes des autres, hein, donc il y a la consommation électrique, les lenteurs de transaction, dont on a déjà abondamment parlé. Le MobileCoin, donc, fait des concessions. C'est moins décentralisé que le Monero, il reprend des morceaux de Monero d'ailleurs malgré tout. Ça se veut simple à utiliser, ça se veut rapide, puisque c'est quelques secondes pour compléter une transaction. Bon, ni Moxie ni Signal ne possèdent de mob. Le fait que les mouvements de mob soient opaques et douteux, les premiers temps en tout cas, ça prouve pas forcément que quiconque soit de mauvaise foi, même si c'est possible, mais ça le prouve pas, quoi, tu vois, donc
si je veux bien donner le bénéfice du doute à Moxie et Josh, là, je reste quand même inquiet de l'accueil des pouvoirs publics, voire de l'usage qui pourrait être fait de la plateforme. Voilà, se lancer dans la finance internationale comme ça de but en blanc, ça me paraît très risqué. La controverse reste vive. Je comprends qu'il faille trouver du pognon à un moment donné, mais là, est-ce que c'est le bon choix? Pas clair. Est-ce que le cœur du problème n'est pas le fait d'intégrer ça dans la messagerie? Est-ce qu'il y aurait une porte de sortie à proposer ces systèmes de paiement en rendant ça un petit peu plus cloisonné de la messagerie? Parce que effectivement, le gros risque, c'est de voir débouler une remise en question de ce qui est durement acquis par les services de messagerie chiffrés de bout en bout, savoir l'absence de backdoor et puis cette capacité justement de chiffrer de bout en bout les messages. Si jamais on cloisonne le service de paiement du service de messagerie, est-ce qu'on protège pas quand même ce petit acquis qui évite aux autorités de venir foutre trop la merde dans le service de messagerie? Non, ça change rien. De toute façon, en fait, le service de messagerie, enfin le coin, le mobile coin, de toute façon, il s'appuie sur la base installée de Signal. C'est sa seule raison d'être en fait. C'est lancer un coin tout seul comme ça, ça sera quelle différence par rapport au Dogecoin, tu vois? Enfin aucune. Par contre, si tu l'appuies sur une base installée qui reprend déjà des millions de personnes, elle a une chance de décoller, elle a une chance de s'imposer pour un usage particulier. Et donc c'est ça le but. Donc tu peux pas scinder les deux si tu veux. Il y en a un qui va dépendre de l'autre quoi. Et de toute façon, tu n'es pas obligé bien entendu d'utiliser les plateformes de trucs. Tu peux, il faut l'activer dans les paramètres. Donc c'est même limite caché. Donc c'est caché, mais je veux dire, si c'est possible, c'est possible. Tu vois, les régulateurs, à mon avis, ils se laisseront pas avoir. On parle de monnaie, de paiement, on va parler du Japon qui prépare sa monnaie digitale, Guillaume. Oui, il y a pas que les cryptos dans la vie aussi, il y a les monnaies digitales. Donc à peu près tous les pays sont au moins en consultation pour étudier la possibilité de rendre leur monnaie numérique aussi. C'est le cas de l'euro, bien sûr. Donc la BCE est en ce moment même en train de réfléchir à un euro digital, qui serait donc une CBDC. Donc CBDC, c'est Central Bank Digital Currency. Donc un euro digital, c'est un truc qui est émis, alors évidemment de manière dématérialisée, mais par la banque centrale. Donc ça n'a rien à voir avec une crypto, c'est pas décentralisé, c'est pas ni miné, ni staké, ni quoi que ce soit, c'est pas nécessairement anonyme d'ailleurs, c'est juste digital. Donc les motivations derrière l'introduction d'une CBDC, donc, ça varie évidemment d'un pays à l'autre et l'implémentation aussi. Donc Visa et PayPal, c'est pas pareil, attention. On peut se dire, déjà tout est dématérialisé, mais Visa et PayPal, c'est des moyens de paiement. Un euro digital, c'est une créance directe vis-à-vis de la banque centrale. Donc c'est stable, c'est sans risque, et dans l'idée, ça remplace le cash. Donc on pourrait s'échanger des euros digitaux comme des billets. Et ce, sans l'intervention d'aucune banque privée. Sauf que elle essaie dématérialisée. En général, seul le cash d'ailleurs, c'est vraiment de l'argent public. Le reste, c'est scriptural, c'est géré par les banques, des banques privées la plupart du temps. Et donc avec une CDBC, l'argent, même scriptural, abstrait, donc ça peut aussi être de l'argent public. Donc tu peux avoir ton compte courant directement à la banque centrale à la limite. Donc les euros digitaux peuvent aussi être utilisés bien sûr par les banques elles-mêmes. En gros, les CBDC, ça remet les banques centrales au centre, quelque part. Les pays regagnent du pouvoir sur l'argent qui y transite. Donc un euro digital, ça pourrait être en test prochainement, ça va être en test prochainement a priori. Et le Japon fait exactement comme nous. Donc ils vont lancer des tests pour un yen numérique cette année, au moins jusqu'en 2022, et la Chine, elle est largement devant en la matière, puisque son yuan digital est déjà en circulation, tu peux même en gagner au loto. Surtout, elle veut que son yuan digital soit une monnaie internationale, donc elle fait déjà, en gros, se sait un petit peu son Libra, mais pour la zone Asie-Pacifique. Donc il y a déjà eu des tests avec les Émirats Arabes Unis et Hong Kong, et la Chine n'utilise pas de blockchain, par exemple, en l'occurrence, mais ça dépend parce que ça dépend, comme je disais, ça dépend des pays. Donc la Lituanie, oui, elle utilise une blockchain. Les modalités de maintenance donc du registre dépendent du pays. Donc voilà, puisque ça dépend des trucs. Comme par exemple en Chine, ça va sûrement pas être anonyme, tu vois, forcément. En gros, le CBDC, c'est des sortes de libras d'État, quoi. Le but, c'est de contrer justement les initiatives privées, comme celle de Facebook, et bien sûr les cryptos, et de reprendre la main sur les fintechs en quelque sorte. Bon, c'est pas fait, puisque la BCE annonce un euro digital pour tout le monde en 2026, donc on n'est pas vraiment en avance, parce que la Suède, elle est en phase de test depuis 1 an quand même. Et dernièrement, on a appris que l'Ukraine aussi avait choisi une blockchain qui s'appelle Stellar pour sa monnaie digitale, et c'est rigolo parce que la Stellar, c'est la blockchain qui est utilisée pour Mobile Coin sur Signal, voilà, la boucle est bouclée. Bravo, quel enchaînement et quelle pédagogie dans l'apport des news.
Aux US, on sait qu'ils ils ont bien pris conscience de l'enjeu qu'il y avait autour de la crise des composants. Joe Biden a fait un appel en ce sens, Guillaume. Oui, rapidement, on disait qu'il fallait beaucoup de milliards pour essayer de maintenir de maintenir le cap sur sur les microprocesseurs, sur toute la microélectronique qui est chahutée en ce moment avec des grosses pénuries. Donc on parlait de 150 milliards, c'est exactement la demande de budget de la Maison Blanche, c'est 150 milliards de dollars pour financer de nouveaux programmes de fabrication, donc qui visent la fabrication domestique aux États-Unis de semi-conducteurs. Ça fait partie donc de ce fameux American Job Plans, qui est donc un programme d'investissement des infrastructures de 2000 milliards de dollars quand même, qui a été dévoilé en mars. Et donc là, Biden, il va essayer de se réunir avec plein de PDG pour voir un petit peu comment ça peut marcher en pratique. Et c'est vrai que tu l'avais mis aussi, on peut finir là-dessus. Jeff Bezos, lui, pour financer ces 2000 milliards de dollars, Biden envisage de revenir au moins en partie sur la baisse d'impôts sur les sociétés qui avait été faite par Trump. Baisse d'impôts qui, selon beaucoup d'économistes, était complètement inutile et que le pays peut parfaitement c'est pas moi qui le dis, il y a plein d'économistes qui disent que le pays pourrait parfaitement se le permettre en fait. Donc ça. Il était passé de 35 à 21%. Exactement. Donc le taux d'imposition sur les sociétés. Il est tout à fait possible qu'il repasse vers autour des 30%. Et donc forcément, les sociétés, il y a plein de sociétés qui pourraient être d'accord et d'autres pas, et il se trouve qu'Amazon, lui, il est parfaitement d'accord. Voilà, Jeff Bezos, il a dit, oui, ouais, super, allez-y, montez les impôts, allez-y, nous on est d'accord, on vous soutient à fond. Alors, d'une part, c'est assez rigolo parce que Amazon, en ce moment, si tu veux, il a pas une super presse après cet épisode avec sur Twitter avec Warren et compagnie. Bon, ça c'est, si tu veux, il se sent pas trop de contredire peut-être les politiques. Mais ce qui est rigolo, c'est que de toute façon, Amazon, comme beaucoup de GAFA, je veux dire, il a quand même de quoi, si tu veux, optimiser fiscalement les trucs. Donc c'est vrai qu'à mon avis, s'il doit payer plus d'impôts, il optimisera aussi beaucoup plus, très probablement, et ça, je pense qu'il le sait bien. C'est bien logique. Tu avais raison, j'ai perdu mon pari, Guillaume. On n'aura pas eu l'occasion d'aborder quelques news jeux vidéo. On aurait pu parler des choses marrantes qui sont prévues par Nintendo, du fait qu'ils ont prévu, et c'était un petit peu la raison de ma analogie en intro, d'essayer d'explorer d'autres horizons que ceux de Zelda et de Mario. Ce sera sans précédent, dis donc. Mais on a fait le tour des news qui étaient prévues dans cette émission. Guillaume, il est grand temps que tu puisses nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet si jamais on souhaite interagir avec toi, si jamais on souhaite te poser des questions peut-être. Peut-être, je ne sais pas exactement. Est-ce qu'on peut me retrouver probablement aussi sur Paraculte qui a un petit peu de retard mais qui arrive très très vite. Très vite. Oui, promis. Effectivement, merci beaucoup Guillaume pour la préparation de l'émission et cet enregistrement. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez aussi régulièrement dans Paraculte, un podcast sur la pop culture où on vous parle de choses qu'on a aimées, et dans Relife, une émission sur l'amélioration du quotidien et le développement personnel, tous les 15 jours sur votre application de podcast favorite. Merci beaucoup pour votre soutien. On se dit rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.